Bonjour, je suis Jean-Paul Gélin, professeur de droit administratif au sein de la prépa ISP, et à l'occasion de cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'épreuve de droit administratif de 2023. Étant entendu que cette vidéo se limitera à des éléments de correction puisque nous réservons la correction intégrale de l'épreuve à nos étudiants. Avant de parler de la correction à proprement parler, tout d'abord, penchons-nous sur le format de l'épreuve. Le sujet qui était proposé aux candidats en 2023 était un sujet dont la structure est somme toute plutôt classique au regard des années précédentes. Alors classique pourquoi? Tout d'abord, nous avons 4 thèmes qui sont clairement identifiés, qui sont d'ailleurs numérotés dans l'énoncé, et pour lesquels le barème est clairement identifié. Alors nous avons un premier thème qui concerne l'interdiction d'une manifestation et qui est noté sur 7 points. Un deuxième thème qui, lui, se décompose en 2 points, donc points 2 et 3. D'abord sur la communication, la communicabilité du programme et d'un certain nombre d'autres documents internes à un établissement scolaire. Et en deuxième partie, donc point numéro 3 pour nous, sur la responsabilité d'un professeur, étant entendu ici que cette partie de l'épreuve était créditée de 10 points. Enfin, un troisième problème qui sera notre point 4 sur l'abrogation d'une subvention accordée à cet établissement scolaire par la région. Alors, je disais classique parce qu'effectivement, les différentes parties du cas pratique sont bien identifiées. Nous sommes donc plutôt sur un cas pratique que l'on peut qualifier de fermé, c'est-à-dire que les questions sont clairement identifiées, même dans un cas pratique fermé, il est toujours possible qu'une question soit cachée. Comprenez par là que pour répondre à la question clairement posée, il est parfois nécessaire d'en identifier une autre. Donc on pourrait parler de questions implicites ou sous-jacentes. Quant au barème de l'épreuve, eh bien on relèvera que la dernière question, qui était relativement simple, n'est créditée que de 3 points. Donc il faut que le candidat fasse preuve d'une certaine stratégie. C'est la fin du cas pratique, donc c'est le moment où, en principe, il lui reste moins de temps. Donc, dans la mesure où cette question est créditée de seulement 3 points au regard des 2 autres parties, il ne fallait surtout pas hésiter à bien développer les 2 parties précédentes. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut sacrifier la dernière partie de l'épreuve. Après tout, 3 points, ça peut faire la différence. Mais on comprend bien dans cette logique de construction que l'auteur de l'énoncé sait parfaitement qu'en fin d'épreuve, les candidats peuvent manquer de temps et que donc la question peut être traitée de manière assez rapide. Donc, un premier point sur l'interdiction d'une manifestation. Il s'agit ici d'une question d'un très grand classicisme sur la compétence, le rôle et l'étendue des pouvoirs de police. Alors, très brièvement, nous rappelons les causes de la manifestation envisagée. Dans le lycée Roger Vadim, donc du nom de ce célèbre réalisateur, est en cause le choix pédagogique d'un professeur d'organiser une projection au profit de ses élèves du fameux film de 1956 « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot. Il se trouve que dans ce film, et le film existe vraiment, hein, il est réel, il y a des scènes qui, à l'époque, encore une fois, le film est sorti dans les années 50, avaient pu choquer, et il se trouve qu'une association, semble-t-il d'après l'énoncé d'ultra-religieux, s'est offusquée que l'on puisse montrer à des élèves des scènes de nudité d'une femme. En conséquence de quoi, il décide d'organiser une manifestation aux abords de l'école. À ce moment-là, la question qui se pose est de savoir qui doit agir et dans quel cadre. Selon l'énoncé, le maire a décidé de ne rien faire.
Pourtant, au terme du Code général des collectivités territoriales, c'est bien le maire qui est compétent pour assurer le respect de la tranquillité publique au sein de sa commune. L'inaction du maire, la carence du maire, ne signifie pas pour autant qu'aucune autorité de police ne pourrait intervenir. En effet, selon l'article L 2215-1 du CGCT, le préfet doit se substituer, nous parlons bien d'une obligation, à une autorité locale défaillante après mise en demeure restée infructueuse. Et bien sûr, en cas d'urgence, il se dispensera d'une telle mise en demeure. En conséquence de quoi, et même si par principe c'est bien le maire qui est chargé d'assurer le maintien de l'ordre public sur sa commune, il ne fallait pas négliger la possible et même l'obligation d'intervention du préfet. Une fois que l'on s'est penché sur la question de la compétence, et c'est très classique en matière de police, il faut évidemment se pencher sur la légalité de la mesure. Alors, s'agissant de l'examen de la légalité de la mesure, nous faisons évidemment ici référence à la très classique jurisprudence du Conseil d'État sur le contrôle de proportionnalité des mesures de police, et qui trouve bien entendu son origine dans la célébrissime décision du Conseil d'État du 19 mai 1933, Benjamin. Maintenant, au-delà du rappel de l'arrêt de principe, qui était bien sûr nécessaire ici, à minima même j'ai envie de dire, il faut essayer de comprendre quel est le contrôle opéré par le juge. Alors, selon l'expression jurisprudentielle désormais consacrée, les mesures de police doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Ce triple examen de la mesure de police signifie notamment que la mesure de police ne doit pas être purement spéculative. Comprenez par là, même si l'autorité de police, de par sa nature, agit préventivement, il faut que le risque de trouble à l'ordre public soit suffisamment avéré. A contrario, qu'il ne soit pas trop spéculatif. Ensuite, et c'est le propre de l'examen de la qualification juridique des faits, la mesure de police doit être adaptée au danger. Enfin, et c'est la spécificité du contrôle des mesures de police, cette mesure doit être proportionnée. Comprenez par là qu'il ne faut pas qu'existe une autre mesure qui, tout en étant moins contraignante, permettait d'obtenir le même résultat. Une fois que ce rappel du cadre juridique de la légalité de mesures de police avait été rappelé, il fallait se pencher sur les circonstances de fait qui étaient à notre disposition. Il se trouve que l'arrêté projeté par le préfet prévoit une interdiction de tout rassemblement dans un périmètre de 200 mètres autour du lycée, et ce, ouvrez les guillemets, jusqu'à ce que la situation s'apaise. Alors nous savons que dans l'examen de la proportionnalité des mesures de police restrictives de liberté, le Conseil d'État se montre très exigeant s'agissant des circonstances de temps et de lieu. Comprenez par là que le juge administratif est hostile aux mesures qui sont dites trop générales et absolues, c'est-à-dire insuffisamment limitées en temps et en lieu. La limitation géographique de 200 mètres, d'un périmètre de 200 mètres autour de l'école, ne semble pas totalement disproportionnée. Cela peut à peu près se comprendre. Bon. En revanche, s'agissant de la circonstance de temps, non seulement elle peut paraître excessive, mais surtout elle est indéfinie jusqu'à ce que la situation s'apaise. Or, cette indétermination est somme toute de nature à justifier une censure de la part du juge administratif comme étant une mesure trop générale et absolue. On pouvait donc, je le crois, conclure sans prendre trop de risques à la compétence du préfet, mais à l'illégalité de la mesure envisagée. Une fois que ce premier point avait été traité, nous sommes soumis à un deuxième problème.
En raison de l'émotion, de l'émoi qu'a suscité la projection de ce film, certains parents ont demandé à l'école, à l'établissement scolaire, de leur communiquer un certain nombre de documents. Les programmes pour l'année à venir, la liste des classes assujetties à ce programme et donc aux professeurs dont le comportement est pointé du doigt, ainsi que la liste des élèves qui composent ces classes. Ici, le problème n'était pas totalement identifié, mais nous comprenons assez rapidement et assez facilement de quoi il retourne. Il s'agissait de se pencher sur la communicabilité, la communication de documents administratifs. Sans évidemment trop perdre de temps sur cette question, il fallait rappeler les dispositions pertinentes du CRPA, puisque vous savez que la loi relative à la communication des documents administratifs a été codifiée dans le CRPA, entré en vigueur, je vous le rappelle, le 1er janvier 2016, et il ne fait ici aucun doute, d'une part, que l'établissement scolaire est bien visé par ces dispositions, et que les documents envisagés ont bien le caractère de documents administratifs, en principe, communicables. Alors, je dis bien en principe communicables, car, vous le savez, il existe des exceptions au principe de communicabilité des documents administratifs. Alors, exceptions qui, d'une manière générale, tiennent au secret de l'instruction, au secret défense, mais d'une manière plus particulière, celles qui divulgueraient des informations nominatives. Donc ici, dans la mesure où on parle de programme scolaire, de liste d'élèves, de classes concernées par les cours de ce professeur, nous ne sommes évidemment pas dans les exceptions, je dirais, objectives qui touchent notamment au secret défense, mais plutôt à la question de savoir si ces documents sont susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée. Et donc, il y a ici une exception pour les documents dits nominatifs. Alors, les documents nominatifs, la notion de document nominatif a fait l'objet d'un éclaircissement de la part de la CADA qui précise que ces documents ne sont pas communicables à partir du moment où ils donnent des informations précises sur la vie privée d'une personne, que ce soit d'un usager ou que ce soit d'un agent. On parle alors, par exemple, de la notation d'un agent, ou encore des notes d'un élève, ou encore de son adresse. Néanmoins, lorsque nous lisons l'énoncé, nous constatons, nous observons que les documents dont la communication est demandée concernent le programme, les classes qui sont visées par ce programme, donc qui sont supervisées par le professeur dont le comportement est pointé du doigt, et enfin la liste des élèves. Or, aucun de ces documents n'est susceptible de porter atteinte à la vie privée ni d'un usager et encore moins d'un agent puisqu'ils ne sont pas visés. En conséquence de quoi, et même s'il était important de rappeler l'exception au principe de communicabilité, il semble bien qu'ici, aucun document n'échappe à l'obligation de communication. On pouvait donc conclure en ce sens, sans pour autant qu'il soit nécessaire de se pencher sur la procédure et l'éventuelle intervention de la CADA. Peut-être aurait-il fallu se pencher sur la procédure et sur le rôle de la CADA si jamais l'énoncé nous avait fait état d'un refus de communiquer de telles informations. À ce moment-là, effectivement, une deuxième ou une troisième sous-partie dans le traitement de la question aurait peut-être mérité que l'on se penche sur le rôle de régulation de la CADA. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie. On en passe donc à notre troisième point, à savoir la responsabilité du professeur. Alors ici, comme le précise l'énoncé, une jeune élève a été traumatisée par la projection du film litigieux, et donc la question se pose de savoir si le professeur est responsable de ce préjudice
Et si préjudice il y a, de quel préjudice nous parlons? Alors d'abord sur le régime de responsabilité. Le fait que le professeur ait revendiqué de manière publique un choix politique dans ce choix pédagogique pourrait être assimilé à un manquement à ses obligations. Éventuellement, on peut rapprocher ce manquement de l'article L121-2 du Code général de la fonction publique, c'est-à-dire un manquement à l'obligation de neutralité. Mais au sens de cet article, on entend par neutralité plutôt la neutralité religieuse. Il n'en demeure pas moins que l'agent est également soumis à une neutralité politique. Donc on pourrait caractériser le manquement à cette obligation comme étant une faute. Maintenant, la particularité, et c'était, je crois, un petit peu le piège ici, c'est que cette faute, elle est commise à l'occasion des fonctions. Puisque ce qui est reproché, ce n'est pas tant la revendication, mais la projection avec laquelle s'accompagne la revendication. Donc, se poser la question de savoir si, en dépit du caractère fautif du comportement de l'agent, le service pouvait être impliqué. Alors, bien sûr, ici, nous faisons référence à la notion de cumul de responsabilité, inaugurée par l'arrêt du Conseil d'État de 1918, Le Monnier, qui qualifie de cumul de responsabilité le cas où la faute personnelle est commise à l'occasion du service. Alors cette notion a par la suite été étendue avec l'arrêt de principe de 1949, Demoiselle Mimeur, à toutes les fautes personnelles qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service. En l'espèce donc, si faute il y a, il est difficile pour le service de se soustraire à une obligation d'indemnisation. Bien entendu, si tel devait être le cas, le service pourrait se retourner contre son agent, puisque, ne l'oublions pas, lorsqu'il y a cumul de responsabilité, il n'y a qu'un seul fautif, c'est l'agent. Le service n'étant appelé que pour garantir la solvabilité de la dette du point de vue de la victime. Maintenant, est-ce que le préjudice de cette jeune fille est indemnisable? Eh bien, nous savons que le Conseil d'État a considérablement élargi la notion de préjudice indemnisable ces dernières années. Il a notamment consacré le préjudice d'anxiété à l'occasion de son arrêt de 2016, Madame B, à propos dans le cadre de l'affaire du Mediator. Reste bien sûr la difficulté qui consiste à rapporter la preuve de ce préjudice. Maintenant que nous nous sommes penchés sur ce troisième point, la responsabilité du professeur, reste le quatrième et dernier point, c'est-à-dire la subvention litigieuse. Alors, nous apprenons que l'établissement scolaire bénéficie d'une subvention versée par une collectivité territoriale et que cette subvention, donc qui permet des activités culturelles, suppose la communication préalable du programme et notamment des films dont la projection est envisagée. Nous apprenons également à la lecture de l'énoncé que cette collectivité territoriale entend ne pas continuer à verser la subvention. Une partie a déjà été versée, donc nous sommes dans le cadre d'une abrogation. Il ne s'agit pas de retirer la subvention, donc de récupérer ce qui a été versé, mais de l'abroger. Alors, évidemment ici, il faut se pencher sur la nature de la subvention. Et après nous être penchés sur la nature, reste à déterminer le régime de sa disparition, abrogation ou retrait. Alors, d'abord sur la nature de la subvention. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici. C'est vrai que la notion d'acte créateur de droit est une notion dont l'appréhension est des plus complexes. On sait qu'il s'agit, selon les termes du doyen Vedel, d'une notion fonctionnelle, donc une notion dont nous n'avons pas de véritable définition. Mais la jurisprudence du Conseil d'État depuis 2002, c'est l'arrêt Madame Soulier, est très claire. Tout acte qui accorde ou reconnaît un avantage financier doit être considéré comme un acte créateur de droit. Donc sans,
tenter d'être exhaustif sur les contours de la notion d'acte créateur de droit, il était possible de conclure de façon assez simple à la nature de la subvention. Alors, s'agissant d'un acte créateur de droit, quel est le régime? Alors, selon le CRPA, et notamment l'article L242-1, l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de décision. Alors, nous apprenons que la délibération accordant la subvention date du 2 janvier, c'est-à-dire il y a plus de 4 mois au moment des faits, donc l'application de l'abrogation ou du retrait au sens du régime général n'est pas applicable. Maintenant, il y a évidemment des exceptions. En effet, comme le précise le CRPA, l'administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droit dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, ou bien retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions de son octroi n'ont pas été respectées. Alors, est-ce que ces deux exceptions sont susceptibles d'entraîner le retrait ou l'abrogation de la subvention? A priori, non. D'abord, les conditions d'obtention ne sont pas terminées. Donc, puisque l'établissement scolaire bénéficiaire n'a pas cessé de remplir les conditions d'obtention, l'abrogation, première exception, n'est pas possible. Est-ce que le retrait est envisageable? Alors, il le serait, mais à la condition que la subvention soit conditionnée et que ces conditions n'aient pas été réunies. Or, la condition d'attribution, c'est la communication préalable d'un programme préétabli transmis à la région. Or, rien n'indique dans l'énoncé que ce programme n'aurait pas été transmis. Bien au contraire, il semble bien que la région ait été avertie de la volonté de projeter le film de Roger Vadim et Dieu créa la femme, en conséquence de quoi, a priori, ni l'abrogation ni le retrait de la subvention ne sont susceptibles d'intervenir. Voilà ce que nous pouvions dire brièvement comme élément de correction du sujet de droit administratif pour le CRFPA 2023. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos de droit administratif notamment.